Bonjour, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour enregistrer cette petite vidéo. Ça fait déjà plus de 2 semaines que j'ai posté la dernière vidéo et je voulais vous donner un peu des nouvelles. Toujours pareil, pour voir comment est-ce que se passe cette deuxième année de deuil. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je partage simplement mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle maintenant il y a 1 an et demi à la suite du cancer. Elle était malade pendant 4 ans et elle n'a pas pu malheureusement être sauvée. Et nous sommes séparés par la mort et par la vie. Je suis la seule survivante aujourd'hui de notre couple de gémellité. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous êtes vous aussi intéressé par cette thématique du deuil. Si vous êtes malheureusement touché aussi par un deuil, ou si vous connaissez quelqu'un qui se sent seul pour traverser cette phase de la vie, c'est une véritable épreuve. Alors vous pouvez vous abonner ou transmettre les références de cette chaîne. Il y a plein d'autres vidéos que j'ai postées. L'année dernière, j'étais beaucoup plus prolifique que cette année. Mais l'objectif vraiment de la chaîne, c'est de vous montrer au quotidien comment ça se passe pour une personne qui reste en fait et qui vit un deuil difficile. Il ne s'agit pas d'un petit deuil. Alors je sais, vous allez me dire, il n'y a pas de petit deuil. Ben si, il y a vraiment une très très grosse différence dans les différents deuils qu'on va avoir à vivre dans notre vie. Toutes les personnes sont importantes, c'est vrai, mais il y en a certaines qui sont structurantes dans notre vie. Et quand elles meurent, ça provoque un bouleversement beaucoup plus important que les autres deuils qui amènent une séparation forcée avec la personne. Voilà, alors encore une fois, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo. Et puis, rejoindre notre petite communauté et utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Alors j'ai eu du mal à enregistrer cette vidéo, j'ai du mal à me mettre devant la caméra, j'ai du mal à parler parce que ça ne va toujours pas mieux. J'ai pas envie de vous laisser une vidéo tous les jours pour vous dire à quel point ça va pas mieux. Et en même temps le temps passe et je me rends compte que mon objectif, c'est quand même aussi de transmettre avec transparence la réalité. Et la réalité, c'est que ça va pas mieux. J'ai beaucoup apprécié tous les commentaires que vous avez fait sur la dernière vidéo que j'ai postée ou d'autres vidéos. Je vous en remercie vraiment parce que je me sens moins seule. Effectivement, j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi. Il y en a certains d'entre vous en plus qui sont en deuil exactement, pratiquement en même temps que moi. Et moi, je ne vous oublie pas. En fait, je sais que nous sommes ensemble sur cette temporalité, en fait. Et je me demande à chaque fois aussi comment vous allez, comment vous faites pour vous en sortir. Et est-ce que vous en sortez? Comment vous arrivez à traverser cette épreuve. Alors là, c'est vrai que c'est pas très drôle pour moi de vous enregistrer une vidéo pour vous dire que ça va pas, mais en effet, ça va pas. c'est bizarre, mais j'ai des phases en fait. J'ai des phases qui sont différentes. J'ai commencé il y a 2-3 semaines une phase très positive où je me suis dit ça y est, je me sentais prête à, je sais pas comment vous dire, à accepter le défi, à retrousser mes manches, à comprendre qu'il fallait absolument que je m'investisse dans cette vie aujourd'hui pour pouvoir être entre guillemets tirée, parce que j'ai l'impression d'être dans un sable mouvant en fait. Moi, vraiment, l'impression que j'ai, c'est d'être... C'est ce que je pense que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est d'être prise au piège dans un sable mouvant et que j'arrive pas... Que je me débat, ça consomme énormément d'énergie et j'ai l'impression de temps en temps d'en sortir et puis en fait, je retombe dedans. Donc c'est quand même ça un petit peu l'impression
dans laquelle je suis maintenant, après 1 an et demi de deuil, je me rends compte que j'ai l'impression que je passe mon temps à essayer de sortir du sable mouvant. Et la semaine donc en question, j'étais en train de me dire, là c'est bon, il faut vraiment que je comprenne que plus je vais investir des actions dans mon quotidien, dans mon présent, là où je suis, ce genre de choses-là, plus ça va m'aider à sortir la tête de l'eau. Vous voyez, comme quand on est sur un sable mouvant, moi j'imagine ça comme ça, hein, j'ai jamais été, mais on pose une première bûche, je sais pas moi, un tronc d'arbre, une planche, et puis on construit quelque chose dessus pour que ce soit stable, pour qu'on puisse ensuite poser le corps et sortir de là, quoi. Alors même si c'est totalement faux ce que je dis, hein, si parmi vous, vous êtes des gens qui avaient l'expérience des sables mouvants, bon, c'est l'image que je me fais, c'est de réussir à poser quelque chose de stable et de répartir le poids, pas simplement sur un endroit, mais à répartir le poids pour qu'on puisse commencer à poser un peu de notre poids à nous et on se soutient, on est soutenu par la structure qu'on a mise en place. Donc il faut construire une structure. Et là, en fait, mon problème, il est là. C'est qu'il y a des moments où j'arrive, où je me dis, bon, allez, vas-y, et je commence à faire des choses, etc., et ça tient pas. C'est affreux. Et pourquoi ça tient pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a comme une rafale de vent, un énorme gifle qui te ramène derrière, et plouf, tu retombes dedans. C'est horrible. Et quand tu es dedans de nouveau, tu te dis, eh mince, ça y est, je suis retombée en arrière, je suis dedans à fond jusqu'au cou, et comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et tu es fatigué. Et moi, c'est ce qui m'a vécu là. C'est ce que je viens de vivre, c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez, je suis toujours pas fonctionnelle. Hein. Mon langage est toujours autant perturbé. Hein. 1 an et demi plus tard, j'ai pas retrouvé mes capacités habituelles de langage. C'est incroyable. Mais voilà, en fait, c'est une très très grosse fatigue. Dans les premiers jours, je me suis dit, non, n'écoute pas ta fatigue. Bon, continue, tu es sur une lancée. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, là, ça va trop loin. J'étais pratiquement en train de ramper tellement je me sentais fatiguée. Et je me disais, mais bon, là, ça va trop loin, donc peut-être, c'est tout bête. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de te reposer, donc ralentis. Prends ça en compte cette fois-ci, tu ralentis complètement, tu prends le temps nécessaire pour te reposer. Si tu as besoin de dormir plus longtemps, tu dors plus longtemps. Si tu as besoin de faire une sieste, bien tu fais la sieste, etc. Donc je suis rentrée là-dedans. Mais malheureusement, étant donné que je suis dans un état quand même d'isolement assez sévère, dès qu'on commence à se couper du monde extérieur, c'est-à-dire que moi je m'obligeais à tous les 2 jours à essayer d'aller faire du vélo ou faire quelque chose pour rester en contact avec le monde extérieur, ben, dès qu'on arrête de faire ça, ça va très très vite, on s'isole et on reste, en tout cas moi, je reste enfermée chez moi. Je reste dans mon cocon où j'ai l'impression que j'ai tellement pas de force que je n'aurai pas la force de descendre, faire des balades, de faire du vélo ou quoi que ce soit. Donc c'est très difficile parce que c'est pas comme quelqu'un qui n'a rien à faire et qui se dit bah c'est cool, c'est tranquille, j'ai qu'à me reposer, puis je m'en fous en fait, je m'en fous de faire ci ou de faire ça. En fait, nous on a conscience que si on fait pas ces efforts là, le revers de médaille va être encore pire derrière. Donc c'est pas des moments agréables, c'est pas des moments où tu te dis ouais c'est cool, je me repose et tout va bien. Parce que derrière, en fait, on rentre dans un cercle vicieux très très vite. C'est ça que j'essaye de dire dans cette vidéo, c'est que quand on est dans cet état de dépression lié à un deuil, ça se met en route très très négativement très très vite. Par contre, pour mettre en route un cercle vertueux, quelque chose une dynamique positive, c'est très difficile. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Bien sûr que ça marche aussi, mais c'est très dur de le maintenir. Alors que, à l'inverse, le cercle négatif, le cercle vicieux, il se met en route, mais alors en un quart de tour, quoi. Donc dès qu'on commence
à se dire je suis trop fatiguée, donc je vais pas sortir, donc finalement je vais rester me reposer, donc finalement en fait ça s'arrange pas. C'est pas que ça s'arrange pas pour toujours, c'est que ça prend énormément de temps. Voilà. Donc j'ai passé ces 2-3 dernières semaines, donc principalement ces 10 derniers jours, dans une fatigue incroyable, à me dire ça va pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé aussi, et je sais pas si ça vous arrive aussi à vous, c'est que j'ai des phases aussi par rapport au deuil. Il y a des moments où on dirait vraiment que mon cerveau et mes émotions me laissent tranquille. Je fais un peu une pause, je pense pas à ça tout le temps. Mais il y a des périodes où c'est pas juste une image, une idée, c'est que j'ai l'impression de plonger à fond dans quelque chose qui me rappelle la personne qui est morte. Moi, c'est ma soeur jumelle, c'est très vivant, c'est là devant moi. Et donc là, l'émotion, elle est complètement... elle ressort complètement... je suis dévastée, en fait. Effondrée et dévastée. Donc ça, c'est des choses, je ne sais pas pourquoi ça sort. Ça sort par moments. Il y a un moment où, tout d'un coup, je suis assise comme ça, par exemple en fin de journée, je me repose sur mon canapé, je m'assois, et puis là, tout d'un coup, j'ai une idée qui me passe, et je ne sais pas pourquoi. J'arrête tout là, et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, et là, je suis... je sais pas comment vous dire, c'est pas juste... bon... fais attention, rentre pas là-dedans ou quoi. C'est plus fort, c'est une vague totale. Donc je rentre dedans et je suis déjà au milieu de la vague en fait. Je l'ai même pas vu arriver. Je suis déjà dedans, je peux même plus réagir en fait. Et là, je me mets à pleurer et à bouleverser. Et là, il y a comme un dialogue qui se fait dans ma tête sur ce sujet-là qui m'est passé par la tête. Donc ça peut être n'importe quel sujet, mais qui est lié à ce que ma soeur jumelle a vécu. Et ça me bouleverse et je me mets à pleurer. Et là, ça prend un temps fou. Et là, bah, j'ai toute la soirée qui est comme ça. Et même au moment où je me mets au lit pour dormir, ça recommence. Et je me remets à pleurer comme une folle. Et là, c'est vrai que c'est terrible. Hein, parce que là, je suis vraiment toute seule. Donc, je n'ai pas de témoin. Mais quelqu'un serait à côté de moi. Il se dirait, mais qu'est-ce qui lui prend? Il se passait rien. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un coup de téléphone, il n'y a pas eu... qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est une pensée. C'est une pensée qui est arrivée, une pensée, une émotion. Il y a évidemment, ça doit être comme ça pour vous aussi, c'est que quand on est dans un deuil difficile comme ça, on est obligé malgré tout de refouler vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est juste invivable. Je veux dire, je parle d'un deuil difficile. C'est pas vivable de vivre toutes les émotions, de les laisser s'exprimer complètement, parce que là, on a l'impression qu'on meurt, on a l'impression qu'on va tomber dans la folie, parce que c'est juste pas acceptable. Donc on est obligé de refouler quand même un peu un certain nombre d'émotions. Et c'est ça le piège quelque part, parce que il suffit que tu sois devant une vidéo sur ton téléphone, ou que tu regardes un mot dans un livre, où il y a un rayon de soleil qui frappe sur un truc qui te rappelle ta sœur. Mais bon, là je parle plus de l'émotion, c'est que il y a une émotion qui sort d'elle-même que tu n'as pas vu arriver parce que tu n'as pas pensé que tu allais ressentir quoi que ce soit. C'est un truc qui t'a fait ressentir quelque chose, et cette émotion-là, ben, une fois qu'elle s'est mise à sortir, elle ne veut plus re-rentrer. Et donc là, elle sort complètement, et alors là, c'est le gros désespoir. Voilà, donc moi j'essaie de mettre des mots sur des situations qui sont complètement folles, qui n'ont rien à voir avec la vie normale qu'on a habituellement. Je suis désolée de le dire, mais les émotions, tout le monde connaît ça, les chagrins d'amour, les séparations, les problèmes, les déceptions, les trahisons, tout ce que vous voulez. Mais là, ce qui est le plus dingue, c'est qu'il ne se passe rien pratiquement. On est tout seul avec soi-même, et il y a malgré tout quelque chose qui se met en route. Et c'est ça qui, je crois, qui est le plus effrayant, le plus incroyable, c'est qu'on se sent très vulnérable parce qu'on ne peut pas contrôler ça.
Et c'est vrai que quand je suis accompagnée par quelqu'un, quand je vais rendre visite à des amis ou quelque chose, il est évident que ça n'arrive pas. Parce que la présence de quelqu'un d'autre coupe ça. En fait, la présence de quelqu'un d'autre, je crois, nous coupe vraiment, réellement de notre soi. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Si vous êtes en couple, si vous êtes tout le temps en colocation avec quelqu'un ou quoi, euh, c'est une manière de ne pas vivre avec soi-même. C'est difficile de vivre avec soi-même, enfin, de se retrouver soi-même. Il faut faire une véritable démarche pour être seul avec soi-même. Et finalement, c'est ce qu'on veut. Être en couple, être accompagné, c'est ne pas être tout le temps tout seul avec soi-même. Parce que quand on est avec soi-même, on travaille beaucoup en fait. On travaille beaucoup son inconscient malgré tout, parce qu'on a des dialogues intérieurs, il se passe des tas de choses en fait, il se passe pas rien quand on est tout seul. Et parfois ce travail est très difficile et très lourd à supporter. Donc quand on est en présence de quelqu'un, ça allège énormément. Alors très souvent les gens n'ont pas ce problème-là non plus, parce que la majorité des gens quand même ont un travail. Et donc passer des heures au travail fait que tu n'es jamais tout seul et que tu n'es pas vraiment tout seul avec tes pensées. Bien sûr que tu es tout seul avec tes pensées. À un moment donné, on n'est pas tous en train de bavarder au travail, ou alors on n'est pas tous face à des clientèles, ou des choses comme ça. Mais on sait quand même qu'on est dans un cadre. On ne va pas commencer à partir dans des délires, des réflexions profondes, parce qu'on est au travail. Et quand on rentre chez soi, ben, on est suffisamment fatigué, on est nourri par la relation à l'autre. Pour certains, on a pris le métro, les transports, la voiture, les bouchons. Donc on arrive chez soi, et au contraire, ce moment, on est waouh, on n'a pas besoin d'être en couple. Si on est seul, on ne va pas mal le vivre à ce point-là, parce que on a eu toute la journée, une partie de notre journée où on est éveillé. La grosse partie de notre journée, elle a été accompagnée par d'autres gens dans le cadre du travail. Donc même quand on est seul et qu'on rentre chez soi, bon là c'est un autre problème de se sentir seul, de ne pas avoir de vie de couple, etc. C'est un autre sujet, mais on ne souffre pas autant de ce retour à soi-même. Mais quand on est en deuil comme moi là, et qu'on n'a pas de travail à l'extérieur, parce que moi je suis en formation là en ce moment, je fais une formation en ligne, donc je travaille de chez moi tous les jours, et je ne suis pas en contact physique réel avec des gens, même si j'ai toutes mes collègues et mes collègues de formation. On est plus d'une vingtaine, on est pas loin d'une trentaine. C'est derrière un écran. Et en plus, j'ai pas un rendez-vous visuel avec eux tous les jours. Donc tout le reste du temps, je travaille toute seule. Et voilà, donc dans des moments comme ça, je suis vraiment, il y a des moments où ça me prend tout seul, et c'est incontrôlable, et voilà, et tu sais pas ce qui t'arrive, et tu sais pas qu'est-ce qui a démarré le truc, mais t'es dedans, c'est trop tard. T'es emmené par la vague. Vous voyez l'image que j'ai, c'est un peu comme les gens on voit malheureusement, mais quand il y a des inondations suite à ou plutôt pas des tsunamis, parce que là, bon, on va dire un tsunami, mais imaginez une vague qui déferle comme ça dans le village ou dans la ville. Il y a des gens parfois qui avancent, ils n'ont pas vu le truc arriver, et ils sont emportés, ils tombent dans l'eau, ils sont en train de se débattre dans l'eau. Je ne parle pas de scènes affreuses où les gens meurent, je ne parle pas de ça, je parle juste qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ils pataugent dans l'eau parce qu'ils se sont fait surprendre, et ça va leur demander un peu de temps de se relever, et puis de voir qu'ils sont trempés de la tête aux pieds avec de la boue et tout. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est comme si tu ne le vois pas, tu es en train de marcher tranquille, tu es assis sur ton canapé, et tu as une vague qui te prend sortie de nulle part, et tu tombes dedans, tu es en train de hoqueter, de pleurer et tout, et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ça c'est un truc dont je voulais vraiment vous parler, parce que bien évidemment ça m'est arrivé là depuis la dernière vidéo que j'ai postée. Mais c'est pas la première fois. Depuis 1 an et demi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans les moments où je suis toute seule. Et c'est un truc de dingue. Voilà, c'est un truc de dingue. Et puis quand ça arrive, ben, tu peux rien faire. Juste t'arrêter et te dire, bon ok, il faut laisser la vague passer, parce que tu peux pas la retenir. Elle est trop grosse, elle est trop forte. Voilà.
Et après, il faut remonter. Il faut remonter à la surface et se remettre debout et se dire, ok, t'as pris un gros coup dans la gueule, tu ne sais pas pourquoi, presque gratuitement. Et voilà. Après, c'est vrai que ça me donne quand même l'impression que toutes ces vagues qui sortent comme ça, qui me prennent par surprise à chaque fois, j'ai l'impression que c'est nécessaire aussi. J'ai l'impression que c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que c'est comme si mon mental ou mon corps, mon âme, je ne sais pas comment dire ça, se rendait compte que j'étais en train de vivre quelque chose de très dur pour moi. Et il y a des moments, donc elle accepte que je reste en état de sidération. Je parle de mon moi intérieur, mon être, quoi, qui se dit, bon, ben, on la laisse tranquille parce que, voilà, c'est trop dur. Mais il y a des moments, paf, il faut quand même que ça sorte parce qu'il y a, je sais pas moi, mettons, un 50 litres d'eau à faire passer, ben, on fait passer 1 litre par 1 litre de temps en temps, quoi. Il faut que ça sorte. Et c'est vrai que dans des moments comme ça, je vous assure que je me dis, mais en fait, c'est ça ma réalité. Tout d'un coup, je prends conscience et je me dis, mais le reste du temps, je suis comme en auto-hypnose. Le reste du temps, je suis comme en auto-hypnose pour diminuer ma souffrance, pour pouvoir continuer de vivre, pour pouvoir continuer de prétendre à participer à la vie normale, faire des projets, me lancer dans des défis, des projets professionnels ou voir des gens. Et en fait, je vis dans une illusion où j'ai l'impression que la vie est normale, que c'est normal, que tout va bien. Et puis quand il arrive ces moments-là d'être submergée par une vague émotionnelle, où je me mets à chialer comme une folle et je ne l'ai pas vu arriver, là je vois la vérité et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est vrai. En fait, ma vraie réalité, c'est ça. Et c'est pas ce que je suis en train de me tartiner à la figure tous les jours en croyant que tout va bien. Ma vraie vie, elle est là. Elle est au milieu de la douleur. C'est ça, ma vraie réalité. Et c'est vrai que ces petites, entre guillemets, petites prises de conscience que j'ai régulièrement, depuis 1 an et demi, elles me foutent par terre à chaque fois. Mais vraiment par terre, quoi. Et à chaque fois, je me dis, waouh, donc il y a tout ça qui est enfoui à l'intérieur de moi. Mais je ne sais pas combien il y a. Et combien de temps ça va durer. Et à quelle fréquence ça va sortir ce truc. Parce qu'à chaque fois que ça sort, ça me met par terre. Mais je dis par terre, je ne mens pas. Je suis au point de me rouler par terre. De me dire, c'est bon, j'ai plus la force. J'ai plus la force de lutter. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Voilà. Donc là, c'est vrai, je suis très très longue. Et je parle de la même chose. Mais c'est pas inutile. Je pense que des moments de désespoir total, de désespoir profond, je sais pas comment vous dire, tous, je pense qu'on a tous vécu ça. Ce qui est vraiment singulier avec cette situation de deuil difficile, c'est que ça vient dans des moments où on ne s'y attend pas. Il n'y a pas, nous on ne voit pas le déclencheur, on ne voit pas forcément le levier qui va nous faire partir. Si par exemple vous, et comme moi ça m'est déjà arrivé, un jour vous vous sentez suffisamment en force, vous vous dites je vais aller plonger dans les photos, ou je vais aller plonger dans l'armoire de la personne, ou je vais aller dans les affaires. Donc vous le savez à l'avance que mettre le nez dedans, ça va juste vous foutre par terre. À la rigueur, c'est vous qui l'avez choisi, vous, dans le sens où vous prenez une action, et c'est aussi une action de guérison. Donc c'est bien de le faire, mais vous vous y attendez. Mais là, ce dont je parle, c'est quelque chose où on ne s'y attend pas. Voilà, on ne s'y attend pas. C'est tellement, tellement, tellement difficile. Donc là, j'ai de nouveau l'impression, franchement, d'avoir vécu une bataille énorme. En l'espace de 3 semaines, j'ai eu un pic où je me sentais bien, prête à agir, avoir du courage et tout. Et c'est affreux parce que c'est au moment où on a l'impression qu'on va bien, c'est au bout de ce moment-là qu'il y a une crise qui commence. Moi, j'appelle ça une crise de désespoir. Il y a une crise de désespoir qui se met en route. Alors après, vous allez me dire, moi, je suis dans la naturopathie hygiéniste. J'ai étudié la santé naturelle. Et en santé naturelle, et je pense que c'est ça, en santé naturelle, on le dit très souvent.
comment fonctionne en fait la guérison, c'est que le corps réunit, ramasse le maximum d'énergie vitale. Et au moment où il a le plus d'énergie vitale, c'est là où il va sortir la maladie. En gros, quand vous avez un abcès, je donne cette image, je sais que c'est pas très joli, mais c'est vraiment l'image qui est le plus parlant. Quand vous avez un abcès, il se met pas tout de suite en route. Vous voyez un abcès arriver, ça arrive de temps en temps d'avoir un abcès, mettons un abcès dentaire. Vous sentez qu'il commence à y avoir quelque chose, et puis petit à petit ça grossit, ça fait mal, etc. Et après, il est complètement malade, et c'est une fois qu'il est résorbé que vous vous sentez mieux derrière. Et bien c'est la même chose en fait. Le corps humain, en tout cas en santé naturelle, on le dit, c'est au moment où on a le plus de force, d'énergie vitale, qu'il va utiliser pour faire sortir avec beaucoup de force les crises aiguës de fièvre, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais c'est vraiment des choses qui sont connues. Et c'est à ce moment-là que quand on a une bonne énergie, souvent c'est pas mal d'avoir cette énergie vitale, parce que ça permet d'aller jusqu'au bout du symptôme et de le guérir. Et une fois qu'il est guéri, il ne revient plus. Tandis que quand on n'a pas suffisamment d'énergie vitale, en fait, on fait ce qu'on appelle des crises chroniques. Alors on va presque jusqu'au bout, mais on n'y va pas jusqu'au bout. Donc ça s'arrête là et ça reste. Et puis ça revient. Et ça s'arrête, et ça revient, et ça s'arrête. Donc là, dans le côté psychologique, c'est vrai que je me dis, dans le deuil, peut-être que, en effet, ça fonctionne de la même façon. Si ça se trouve, eh bien, je récupère de l'énergie vitale. J'ai mis en place des actions qui m'ont apporté quelque chose, où j'ai l'impression de remonter. Et c'est à ce moment-là que je me tape une grosse crise aiguë, parce que la crise de désespoir que j'ai eue, qui est sortie de nulle part, elle est arrivée, elle m'a foutu par terre. Et puis maintenant je commence à en sortir. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Et j'ai le sentiment vraiment à l'intérieur de moi que quand même j'ai avancé sur mon chemin de guérison. Donc c'est peut-être ça. Voilà, c'est pour ça que peut-être il y a ces fameuses crises aiguës de désespoir psychologique et émotionnel qui sont absolument l'équivalent, le miroir de ce qui se passe en termes physiologiques et physiques. Voilà, c'est comme ça que moi je me l'explique, parce que c'est très violent, c'est très fort, c'est incroyablement déstructurant, décourageant et flippant. Mais peut-être que c'est une crise de guérison. Voilà. Mais il faut que j'arrive à tenir le coup. Donc, écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là ? Est-ce que vous aussi, tout simplement, est-ce que vous avez des crises comme ça qui vous sortent de nulle part, où vous vous mettez à chialer ? Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que ça dure vraiment longtemps ? Est-ce que... comment vous le vivez ? Parce que c'est vraiment très dur. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler de ça et de vous dire ce qui se passe vraiment en ce qui me concerne. D'après ce que vous me dites dans vos commentaires, il y a un certain nombre de personnes qui ressentent et qui vivent la même chose que moi. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas folle et qu'on n'est pas seul au monde. Ça me rend triste par contre, c'est vrai, de savoir que vous vivez ça aussi. Je me dis des fois on n'a pas besoin d'être aussi nombreux à souffrir. C'est pas la peine, mais bon, c'est vrai que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses là, mais voilà, je suis de tout cœur avec vous, et je vous remercie encore des commentaires que vous faites à chaque fois, et de l'énorme gentillesse que vous laissez dans vos messages. Je le sens à chaque fois. Et même simplement les gens qui passent et qui mettent juste un pouce en passant, qui font un petit coucou comme ça, merci beaucoup. Voilà. Et je vous dis, j'espère à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vais essayer de faire pareil et de remonter à la surface.